Bienvenue dans Déclic d'avenir, le podcast pour l'action sociale et le médico-social créé par HMC2 qui explore toutes les facettes du digital au service de la personne. Découvrez dans chacun de nos épisodes comment les nouvelles technologies accompagnent le parcours de vie des personnes fragiles et participent à l'évolution de votre métier pour une société plus désirable. Un grand bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Déclic d'avenir qui est à ce jour encore la seule émission qui décrypte pour vous les enjeux de la digitalisation du service aux personnes. Alors merci à tous d'être toujours plus nombreux à nous écouter épisode après épisode, à nous télécharger et nous envoyer vos messages et n'hésitez pas à envoyer des pluies d'étoiles sur vos plateformes parce qu'on adore les étoiles. Avec pour invité aujourd'hui Arnaud Dugluet, vice-président d'HMC2, le digital au service de la personne, Bertrand Fougère, gériatre au pôle vieillissement du CHRU de Tours et Nicolas Urtiger, cofondateur du groupe Zéphyr et président du Synarpa Domicile. Bonjour à tous les trois. Bonjour. Alors le sujet du mois, quel service numérique pour une prise en charge domiciliaire multimodale? Moi j'aime bien quand il y a des mots savants comme multimodal. Je vais traduire, le numérique peut-il être un recours possible au domicile? Et comment? Vous avez 3 heures, messieurs. Il faut plancher maintenant. Ouais. Il n'y a pas que le numérique en fait, parce qu'on parle de numérique, mais il n'y a pas que le numérique dans la vie. Alors non, il n'y a pas que le numérique. Si on parle déjà dans le numérique, est-ce qu'on entend numérique? Est-ce qu'on entend innovation? Le numérique, ça, en tout cas, ça va être une clé. C'est déjà une clé et ça va être une clé pour demain et pour la prise en soin de demain, à la fois au domicile, mais aussi dans nos services hospitaliers, dans le médico-social. On est dans une période actuellement où les ressources humaines en termes de soignants sont quand même plutôt pauvres et on n'est pas. C'est pas demain que ça va s'arranger. Et l'évolution démographique fait qu'en plus, il y aura des besoins en soins et au domicile qui seront de plus en plus importants. Donc, il y a 2 choses qui vont nous permettre d'améliorer. C'est la coordination des acteurs entre eux et le numérique. Et le numérique va permettre aussi la coordination des acteurs entre eux. Donc, ça va aussi aider. Et puis, le numérique va aussi nous aider individuellement. Donc, aussi dans notre prise en charge à la fois au domicile et dans notre prise en charge en soins. Effectivement. Est-ce que le numérique, ça veut toujours dire innovation ? Là, je me penche vers les 2 autres. Non, c'est venu comme ça. C'est venu quand en 2007, l'iPhone, typiquement, la mobilité, c'est du numérique. Et on se dit, numérique égale innovation. Ouais, non, enfin, je n'ai pas trop d'idées là-dessus, en fait. Nicolas ? Alors, je rejoins parfaitement les propos de Bertrand et d'Arnaud. Maintenant, il y a des termes qui sont un peu galvaudés, parce que en rentrant dans mes 9 heures de bouchon d'un week-end prolongé, en rentrant de Bretagne, j'ai eu le temps d'écouter toutes les radios. À BFM TV, on n'arrêtait pas de parler d'intelligence artificielle. Ils avaient une émission radio dédiée sur l'intelligence artificielle, alors qu'en fait, l'intelligence artificielle existe depuis des années. Absolument. Et les structures d'intervention à domicile n'ont pas attendu 2024 pour intégrer une démarche numérique dans leurs actions. Effectivement, il y a des nouvelles technos, il y a des outils qui se perfectionnent, qui n'existaient pas auparavant, mais on va dire que dans la façon de structurer son offre, d'organiser ses interventions, c'est pas nouveau. Il y a peut-être eu un avant-après privatisation de l'offre sur le secteur du domicile. Mais ça s'est fait il y a déjà 20 ans maintenant. Et donc les opérateurs privés sont venus challenger des acteurs historiques qui étaient sur un marché un peu captif et qui avaient constitué des oligopoles. Mais après, c'est le jeu de la concurrence qui a poussé tous ces acteurs à intégrer une dimension numérique dans leurs actions. Et ce qui est intéressant avec ce que dit Bertrand, c'est qu'il y a je pense qu'il va y avoir 3 leviers de création de valeur. Il y a le numérique au service de l'amélioration de la coordination entre tous les acteurs du domicile, quels qu'ils soient. Et la démarche du Ségur du numérique en santé est une bonne démarche qui associe cette fois-ci, ce qui n'avait pas été le cas auparavant, de la démarche du dossier médical partagé, les éditeurs de logiciels. Donc ça se fait, je pense, d'une bonne manière en associant les techniciens à la démarche. C'est pas juste des hauts fonctionnaires qui pondent des décrets et qui donnent des consignes, mais sans intégrer la dimension technique. Il y a après un levier de création de valeur en termes d'expérience consommateur, expérience
usagers, utilisateurs. Mais là, l'importance est que on intègre les usages. C'est ce que évoquait Arnaud précédemment. C'est que la techno, c'est bien, mais au service de quel usage Pourquoi Si c'est juste des technophiles qui pensent une techno, mais sans jamais avoir été consulté l'utilisateur... C'est pas intéressant, en fait. Exactement. Ouais, voilà. On est d'accord. Et puis ensuite, il y a aussi de plus en plus, parce que finalement, notre frein au développement aujourd'hui, en tant qu'acteur du domicile, c'est la ressource, c'est la pénurie de personnel qualifié. Et donc, les salariés deviennent un peu des clients. Faut dire ce qu'il y est. Notre coût d'acquisition client diminue, mais par contre, le coût du recrutement salarié augmente. Et donc, tout ce qui va permettre aussi d'enrichir et d'améliorer l'expérience salariée, parce que maintenant il faut structurer son sourcing, son onboarding, sa marque employeur, l'attractivité des métiers, créer des parcours de carrière, intégrer des centres de formation. Nous, ça fait des années qu'au sein de notre groupe, on a notre propre organisme de formation. Ce qui était du luxe auparavant et un véritable atout compétitif, aujourd'hui devient une commodité. Tous les groupes ont leur propre centre de formation. Ça veut dire que si je prends Eva, l'auxiliaire de vie, ça peut devenir une IA, puisqu'on parlait d'intelligence artificielle, pour la moitié du temps. Du coup, ça lui permettrait peut-être de faire des tâches plus intéressantes. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que il faut pas opposer numérique ou IA et humain. Une canne qui peut aider. Et exactement. C'est-à-dire que la vision qu'on a de demain pour le groupe Zephyr et puis notre enseigne phare, Senior Compagnie, mais c'est le cas de mes principaux confrères. C'est la boîte vocale à domicile, Eva qui tous les comptes rendus qu'on lui demande. Et alors, il y a une bureaucratisation du secteur que je déplore malheureusement en tant qu'entrepreneur, mais que je considère comme un mal nécessaire. Mais Eva pourra faire ses comptes rendus d'intervention en parlant à une boîte vocale avec un voice to text qui va lui écrire, pouvoir télétransmettre ça automatiquement. On demandera à Eva de développer, on l'équipera peut-être de certains capteurs ou terminaux de mesure. Tout ça pourra être télétransmis à une plateforme avec analyse et régulation médicale et coordonné avec l'ensemble des professionnels, gériatres, CHU ou autres. Et donc, on va valoriser les métiers. Et Eva, aujourd'hui, on met l'accent sur les soft skills, l'empathie, la bienveillance, l'écoute. Et finalement, les hard skills, c'est ce qu'il y a de plus facile à enseigner. Mais on peut pas demander à Eva d'avoir des soft skills au top et puis en plus d'être une super rédactrice et de faire des romans à chaque compte rendu d'intervention. C'est en général, c'est pas ce qu'ils aiment faire et puis ils n'ont pas le temps. Il y a aussi une contrainte de temps et puis de coût. Mais en revanche, valoriser, il y a aussi une pénurie de personnel soignant, médecins, infirmiers. Et donc demain, Eva pourra se substituer dans une certaine mesure. Et Eva ne sera pas médecin, ne fera pas ce que fait un médecin, mais pour des simples relevés, mesures santé un peu basiques, elle pourra le faire et elle pourra le transmettre et ensuite déclencher l'analyse, la levée de doute et, si nécessaire, intervention. Bertrand ? Non, moi, je trouve que c'est très intéressant. Le mot qui a été utilisé aussi d'accompagnement type Cannes, voilà, c'est vraiment dans ce sens-là. Ça restera et ça doit rester de toute façon un accompagnement. L'exemple que j'ai actuellement, là, on est en train de travailler sur un logiciel d'IA là, qui en fait on rentre le profil de nos patients, mais qu'on avait déjà en fait dans nos dossiers médicaux. Ça va chercher un peu le poids patient entre guillemets. Ouais. Est-ce que il y a une aide à la toilette? Est-ce que c'est difficile? Est-ce qu'il faut le mobiliser pour aller aux toilettes, etc., etc. Vous avez la même chose pour vos collaborateurs, c'est-à-dire que est-ce que il y a eu des arrêts de travail pour des lombalgies, est-ce que il est en surpoids, etc., etc. Et puis ensuite, là, le logiciel conclusion dit tel soignant doit aller prendre en charge tel patient. Et ensuite, s'il y a un arrêt, remplace par tel autre profil de collaborateur pour pouvoir en fait optimiser à la fois la prise en soin des patients, c'est-à-dire lui mettre la bonne personne pour sa prise en soin, mais aussi optimiser pour le soignant, qu'il aille au bon endroit et que l'infirmière ou l'aide-soignante qui fait 50 kilos et qui doit aller brasser le papy de 95 kilos qui n'est pas mobile, et ben en fait c'est probablement peut-être pas le bon profil pour y aller, ou alors il faut mettre 2 soignants, etc. Et ça recalcule en fait dans ce sens-là, ce qui est à la fois un gain de temps pour nos cadres de santé qui font l'ensemble des plannings et vraiment une valorisation du travail, du bon endroit au bon moment avec la bonne personne. Est-ce qu'on risque pas de déshumaniser un peu ? Alors, ce que vous dites semble dire non, puisque l'IA est vraiment une canne, une aide. Mais demain, est-ce qu'elle peut pas aller plus loin, cette IA ?
Juste pour rebondir ce que tu disais, Bertrand et Nicolas, mais on voit, c'est aussi, si aujourd'hui on a tout un tas d'usages qui se développent comme ça, c'est aussi parce qu'il y a une généralisation de ces outils. Aujourd'hui, toutes les intervenantes à domicile ont un smartphone. Pas toutes, mais la majorité des aidants des structures des domiciles ont des aidants, des bénéficiaires ont aussi un smartphone. Nous, on l'a vu sur une application comme Dome. Aujourd'hui, on a vu des gens qui venaient nous voir en direct pour dire est-ce qu'on pourrait télécharger directement l'application. C'est-à-dire qu'il y a vraiment des habitudes qui commencent à évoluer, des usages qui évoluent par un équipement, par une digitalisation des usages et du secteur, quoi. Et ça, oui, ça pousse que l'IA vienne compléter soit une béquille numérique, soit un assistant pour pallier un manque de personnes, pour pallier à des soins, à des prestations à réaliser ou optimiser des prestations en fonction du poids, etc. Mais c'est évident. Mais c'est plus la techno qui vient au service les gens qui sont pris en charge sont les mêmes comme les gens. C'est la techno qui permet d'accompagner et d'optimiser ça de manière obligatoire, parce qu'il y a de plus en plus de personnes âgées et de moins en moins de prestataires à domicile. Et les bénéficiaires eux-mêmes aussi sont de plus en plus connectés aussi, et ont de plus en plus de numérique. Mais en fait, pour essayer de donner un petit parallèle, en fait, quand vous faites du footing, vous pouvez courir tout seul avec vos chaussures, votre équipement, et vous courez tranquillement. Et puis dès que vous commencez à vouloir un peu plus progresser, vous allez vous acheter une montre pour savoir un peu le temps que vous allez faire, votre foulée, votre temps au kilomètre, etc. Puis ensuite, vous vous reconnectez encore différemment par rapport à votre nutrition, ce que vous mangez, votre temps de repos, etc. etc. Enfin, les sportifs de haut niveau, ils sont extrêmement connectés sur l'ensemble de tout ce qu'ils font pour leur performance. Et ce n'est qu'un accompagnement, c'est toujours eux qui courent et c'est toujours leurs jambes qui courent. Et c'est exactement de la même manière sur le numérique dans l'accompagnement du soin à domicile ou du soin d'institution ou du soin, pour le coup, à l'hôpital. Ça ne reste que complémentaire à ce que de toute façon les soignants et les acteurs du domicile font déjà. Et puis on imagine que tout dépend évidemment alors on parle des GIR actuellement, ce qui est excessivement poétique, les GIR. Entre GIR 1 et GIR 5, c'est pas la même chose. Non, on l'évoquait. On va vous raconter un tout petit peu les coulisses, mais on évoquait ça juste avant le début du podcast. Le GIR, quand on voit les outils de détection de signaux faibles, d'avancer la dépendance, etc., le GIR, qu'est-ce que ça, je ne sais même pas de combien de temps ça date, ça, mais du siècle dernier au moins, et on se rend bien compte que tout ça, comment ça s'inscrit dans ces nouvelles pratiques, dans ces nouveaux usages, dans ces nouveaux outils, ça va être compliqué, quoi. C'est pas le GIR qu'il faut intégrer dans les nouveaux outils. Le GIR, c'est un outil, je crois que plus de 40 ans en tout cas. C'est un outil qui est purement administratif pour l'allocation personnalisée d'autonomie. Donc c'est un outil qui est utile pour donner l'allocation personnalisée d'autonomie. Mais en fait, nous, à la fois soignants et les services de soins à domicile, de toute façon, le GIR, il donne juste le temps de prestation. Mais en fait, derrière, si on veut évaluer l'autonomie de la personne, on a plein d'autres outils qui sont beaucoup plus efficaces et qui nous permettent d'évaluer correctement l'autonomie de la personne et de suivre l'autonomie de la personne. Et d'avoir aussi les signaux faibles de cette personne-là va potentiellement décompenser. Ouais, mais ça reste l'outil central, ça reste le truc central autour duquel tout tourne, quoi. On parle que du GIR. Le GIR, c'est l'alpha et l'oméga du secteur. Financier. Mais ça reste. Et est-ce que, justement, on n'est pas en train aujourd'hui, au début du commencement de la fin de ça, en se disant, tout ça ne tient plus, quoi. Avec les nouvelles technos, les nouveaux usages, etc., tout ça ne tient plus. On va devoir réinventer le logiciel, on va devoir réécrire le logiciel. Quand on parle d'IA, on est très loin de tout ça, là. Juste, je nuancerais un petit peu les propos que tu tenais, Arnaud, sur le côté ultra connecté des aidants, des aides à domicile. Nous, ce qu'on observe au sein de ma fédération ou au sein de mon groupe, c'est qu'on a un peu les deux extrêmes.
on a effectivement les ultra technophiles qui n'ont pas un, mais 2, 3 smartphones, qui s'approprient les applications à une vitesse qui les utilise mieux que moi. Et puis, à l'inverse, on en a un nombre quand même non négligeable, c'est pas ultra minoritaire, qui n'ont toujours pas de téléphone, ou alors des téléphones qui datent vraiment de Mathusalem, et qui sont absolument pas à l'aise et qui continuent à fonctionner gomme, papier, crayon. Donc si on veut standardiser en fait une démarche et des procédures, il faut pouvoir embarquer en fait 100% des publics concernés. C'était ma question. Voilà, et donc on sait qu'il y en a qui seront toujours les early adopters, eux il n'y a aucun problème, mais qu'est-ce qu'on fait c'est un peu c'est comme souvent les 20, 60, 20, il y en a 20 qui sont promoteurs en avance, le ventre mou, et puis les 20% qui sont un peu à la traîne. Donc c'est ce dernier lot qu'il va falloir embarquer pour qu'on n'ait pas un différentiel en fait de qualité d'intervention ou de qualité de cordeau ou d'expérience qui soit trop flagrant par rapport à ces sujets. Et puis ensuite, je pense qu'on est tous les trois à la fois enthousiastes parce que peuvent nous apporter toutes ces nouvelles technologies. Et il y a plein de choses possibles sur, Bertrand parlait effectivement de prédictif, on peut vraiment anticiper, faire plus de prévention, parce qu'on est dans une logique très curative en France, donc on va pouvoir développer le préventif, la coordonnée entre les acteurs qui se fait mal, il y a tout un tas de réformes, la réforme des services autonomie, mais qui n'arrive pas à se déployer, donc là on va enfin pouvoir coordonner, voilà. Mais en même temps, on n'est pas non plus Candide ni Angélique, il faut cadrer pour éviter certaines dérives. Tu faisais allusion peut-être à la robotisation à outrance de certaines prestats. Le Japon est un peu en avance de phase sur... Quand on voit ce que fait le robot Tesla, par exemple, vous parliez tous les trois là de plus ça va, moins on va avoir de personnel, ou c'est de plus en plus difficile d'en avoir. Il y a des robots qui, aujourd'hui, commencent à faire des choses assez extraordinaires. Dans 10 ans, je pense qu'ils seront capables de soulever une personne et de la retourner. Oui, maintenant, il faudra savoir quand est-ce qu'il faut la retourner, est-ce que c'est le bon moment, est-ce qu'elle est d'accord pour le faire, etc. Et donc, il y aura toujours, de toute façon, voilà, ça sera une canne pour le soignant d'accompagnement. Quand il faut aussi l'histoire des gens qui vont être isolés entre guillemets du numérique, là on va avoir une vraie démarche d'accompagnement à avoir avec eux, mais elle existe déjà sur d'autres choses. Enfin, je veux dire, maintenant vous faites pas votre déclaration d'impôt en ligne, vous êtes marginal. Oui, alors j'allais y venir. Et donc en fait, ils ont eu la même problématique. Donc en fait, tout ça nécessite un accompagnement dans l'évolution du numérique. Ensuite, ça pose aussi pour moi, à mon sens, 2 autres problèmes. Il y en a un, c'est qu'on peut balayer assez vite, même si on n'a pas la réponse. C'est la gestion des données. C'est que tout ça, ça génère quand même un sacré nombre de données. Et donc, qu'est-ce qu'on fait de ces données-là ? Est-ce que c'est des données de santé ? Est-ce que c'est des données de soins ? Et si c'est l'un ou l'autre, en tout cas, comment on les anonymise ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Qui a quoi ? Etc. etc. Enfin, on a déjà entendu parler. Enfin, je veux dire, un certain nombre de fois avec des grands groupes qui ont un certain nombre de données, justement, de santé presque, des gens. Et le deuxième, c'est, auquel on parle peu, c'est que plus vous, individuellement, vous allez générer des données, plus c'est potentiellement anxiogène. C'est-à-dire que, en gros, si votre montre, elle vous donne votre tension artérielle et votre fréquence cardiaque tout le temps, en permanence, etc., ou votre saturation en oxygène, machin, etc. Et bien en fait, qu'est-ce qui se passe en fait tous les 5 minutes si elle se met à sonner, etc. Non mais on meurt d'autre chose. En fait, on se dit mais qu'est-ce qu'il faut que comment je dois réagir sûr, individuellement. Je suis pas médecin, je suis pas soignant, etc. Comment je dois réagir avec le fait que ma fréquence cardiaque passe à 150 ? Vous n'avez rien senti, C'est votre montre juste dit que vous êtes à 150. Donc comment je réagis à ça ? Est-ce qu'il y a une réaction à avoir ou pas ? Donc on doit aussi être éducationnel là-dedans. Enfin, il y a tout un process en tout cas de réflexion qu'il va falloir qu'on mène aussi dans ce sens-là. C'est intéressant parce que depuis le début, là on parle tous, on n'a pas parlé une seule fois de l'État. On a l'impression que l'État est complètement absent. Merci. Quelle transition. C'est un métier. L'intérêt de travailler avec des professionnels, c'est fou. Juste quand on parle de monde connecté, etc., qui sont des outils de prévention, ce que la France n'a jamais fait. On est un pays curatif, mais pas préventif. Qui finance ? J'allais te dire, faut arrêter de parler du financement, parce que là, ça se fait entre guillemets tout seul. Aujourd'hui, des montres qui détectent ça, que je vois, c'est Weezing, chez Apple, pour parler les plus célèbres, Samsung, etc. Ça coûte entre 200 et
600, 700 pour les plus évolués, mais pas les plus évolués en termes de services rendus. C'est pratiquement c'est presque du design. Pareil. Avec alors certaines, l'Apple Watch est agréé par la FDA aux États-Unis, mais ça reste des outils chez nous. Je ne sais même pas quel regard tu peux avoir, Jean-Luc, sur ce. En tout cas, Apple a fait des études, au niveau de la prévention cardiovasculaire. En tout cas, ça sauve un certain nombre de vies parce que ça repère des troubles du rythme cardiaque, etc. Enfin, en tout cas, ils ont fait des travaux aux États-Unis dans ce sens-là. Mais ce que tu relèves, c'est la différence entre un dispositif médical. Et le dispositif médical, le process est assez clair en France. Le dispositif médical, c'est une évaluation par la HAS, la Haute Autorité de Santé. Et si l'évaluation, pour le coup, est bonne, etc., il rentre dans le process de remboursement par la caisse primaire d'assurance maladie du dispositif médical. Mais là, en fait, on est sur des choses où, en fait, on n'est pas sur du dispositif médical à proprement parler. En tout cas, on sait, ouais, tout à fait. Déjà à ce sens-là, et puis une boîte comme Apple, elle ira jamais faire agréer son truc en dispositif médical. Elle n'a aucun intérêt pour le coup en termes de business. Donc ils iront jamais sur ce point-là. Et donc tout ça, c'est des dispositifs de soins. Donc, comment on fait avec ces dispositifs de soins ? Toute la partie aussi, là on parle de choses qui vont repérer des paramètres vitaux, mais en fait tous les dispositifs de coordination, etc., on n'est pas sur du dispositif médical, on est sur du dispositif de soins. Donc comment on les évalue ? Alors, je sais ce que tu vas dire, mais comment on les évalue ? Parce que bon, il n'y a pas que du bon, faut là-dedans. Et si on les a évalués, comment, quoi qu'il arrive, pour aussi les plus précaires, en tout cas, pour pas laisser aussi tout le monde sur le carreau, parce que on pourra pas tous payer 200 ou 300 euros, quoi qu'il arrive, pour un dispositif, puis s'il en faut 4, en fait, pour se surveiller, Comment il y a une prise en charge étatique, je ne sais par quel moyen, de ces dispositifs de soins qui ne sont pas des dispositifs médicaux. Donc ça, c'est vrai que c'est une question aussi, là pour le coup, plus large au niveau de l'État. Ça pourrait passer par le privé, une assurance pourrait dire. Alors, mais ça peut être cette réflexion-là en termes de les assurances, comment les assurances peuvent prendre en charge les assurances privées, nos groupes mutualistes aussi prennent en charge ça, etc. Surveillent que vous avez... Alors, c'est des choses qui existent ailleurs, je veux dire, vous êtes à Singapour, là, ils ont lancé un truc, c'est vous avez, dans votre contrat d'assurance, vous avez un certain nombre de pas à faire, et si vous faites le nombre de pas, votre contrat d'assurance diminue. Le prix de votre contrat d'assurance diminue. Donc, et tu ne payes pas ton Apple Watch. Il t'offre le... Et donc, voilà. Après, en France, c'est une vraie discussion à avoir, mais pour le coup, on revient sur l'histoire du marché. Vous pouvez changer de mutuelle tous les ans. Donc, ça veut dire que si votre mutuelle aujourd'hui investit sur vous, potentiellement vous partez chez une autre l'année d'après. Et donc pour l'instant, on est encore dans un process de réflexion où en fait, il faudrait que c'est une réflexion globale parce que forcément mutuelle A va gagner des clients de la mutuelle B et mutuelle B va gagner des clients de la mutuelle A. Donc normalement, je pense que dans un package global, tout le monde devrait s'y retrouver, mais pour l'instant, on n'y est pas encore dans cette réflexion-là. Mais il y a de plus en plus de ce genre de choses. Pour prendre un parallèle, Bouygues, par exemple, pendant un temps, nous, on allait chez Bouygues, ils nous offraient une télé. Ça allait avec, c'est-à-dire que, et après on partait chez SFR, mais on regardait la télé. Mais voilà, donc c'est... Mais tout ça, c'est des changements sociétaux qu'on voit pas. On voit pas arriver quand on a eu les premières montres arriver, détection de trucs. Ah ouais, ok. Mais après, il suffit de taper Weezing vie sauvée, Apple Watch vie sauvée, et il y en a des pages et des pages. Et donc, et la puissance publique dit, quand on dit ça, je me souviens d'un cardio. Pour en avoir discuté. Alors, d'un cardio, il y a une dizaine d'années, 6-7 ans, quand Apple a commencé à mettre des dispositifs médicaux dans sa montre, qui lui dit ouais, mais ça marchera jamais. C'est comme des téléassisteurs avec qui discutaient, qui disaient détection de chute, ça marchera jamais sur ces appareils-là. Et puis là, tout récemment, moi, il y a 2 ans, je passe un examen et je vais voir un cardio. Et il me dit t'as une Apple Watch, fais-moi un électrocardiogramme. Et puis donc, je fais l'électrocardiogramme, je lui envoie. Et le type, il dit, tu vois, bon, ça va, il n'y a rien. Moi, je vais le faire sur 8 points, mais déjà, je sais que c'est bon. Toi, tu le fais sur 1 point, mais il a 8 sensors, lui. Il me dit, ça va. Déjà, je sais que ça va. Et en fait, on arrive à ça, et à l'insu du plein gré des gens. Et c'est ça qui est une révolution. C'est que combien de gens ont mis des Apple Watch, ont mis des devices comme ça, et se sont rendus compte de problèmes de santé, ils ne savaient même pas que la montre était capable de détecter ça. Par contre, pour que ça fonctionne, il faut que ce soit adopté par le client. C'est le bénéficiaire qui dit ok, moi ça me plaît, je la porte. Et c'est pas
pour gagner 10 balles, je ne vais pas l'apporter. Ça marche moins bien, ça, quand même. Et par contre, les générations qui arrivent, oui, adoptent ça plus naturellement, quoi. Justement, on sait ce qu'ils attendent, les gens, ceux dont on parle depuis le début, on sait ce qu'ils veulent. Il y a des études quand même là-dessus. Juste pour revenir sur la question que tu soulèves concernant le rôle de l'État, c'est un bon point. C'est délicat en tant que président de fédération professionnelle. On se plaint régulièrement des lourdeurs administratives, de la bureaucratie, du poids des normes qui briderait l'innovation. Et c'est un peu le cas. En même temps, quand j'échange avec des hauts fonctionnaires ou nos autorités de tutelle, elles nous opposent, et à juste titre, le fait que bon nombre de normes qui sont créées le sont à la demande des fédérations. Donc c'est un petit peu, attendez, vous contredisez, vous nous dites qu'il y a trop de normes, trop de régulations, mais en même temps, c'est vous aussi qui vous plaignez de certaines distorsions de concurrence, de certains margoulins, et qui demandez aussi plus de régulation et de contrôle. En fait, finalement, ce que veulent les fédérations, et notamment la mienne, c'est une régulation, mais pragmatique. Ma fédération est bien placée pour le savoir. Le scandale Orpea avait des contrôles en tout genre, avait des normes ESG au top, était régulièrement contrôlé par les ARS, les conseils départementaux, mais sauf que ces contrôles se sont avérés défaillants et déficients. Donc c'est pas parce qu'on érige en fait toute une bureaucratie que forcément sur le terrain et opérationnellement les contrôles vont bien se dérouler. Et le contre-coup de ce scandale, la réponse administrative, ça a été encore plus de décrets et parfois un peu irrationnel. Et malheureusement sur mon secteur de l'aide à domicile qui reste très atomisé à faible marge, l'écrémage et la concentration de l'offre va être accéléré par cet excès de bureaucratisation. Et ce qui est dommage, c'est que ce qui est en train de faire aujourd'hui la qualité des services, c'est leur capacité à se mettre en conformité avec une administration, et pas forcément l'innovation, l'agilité, la diversification de l'offre. Donc c'est un peu dommage. Les petits sont en train de couler parce qu'ils n'ont pas les moyens. Le Ségur du numérique, le référentiel HAS, les appels à projets CEPOM, les SPDA. Enfin moi quand j'ai commencé, il y avait des clics. Puis alors après il y a eu des Maya. Après il y a eu des PTA. Après il y a eu des DAC. Maintenant il y a les SPDA. C'était bien ma question, mais même les professionnels du secteur et les aidants vous disent je m'y perds, j'y comprends rien dans tout ça. Donc en fait ça fait trop d'instances, trop de structures, trop de normes, et malheureusement j'ai peur qu'effectivement ça bride un petit peu l'innovation. Donc finalement, de manière très cynique, ce qui va permettre aux opérateurs de créer des services et des produits innovants, c'est d'aller vendre à des populations aisées qui sont solvables, qui n'ont pas besoin de ces modalités de subventionnement pour se payer les services. Donc c'est ce marché de niche qu'il faut cibler. Et après, une fois qu'on a fait son POC et son Proof of Concept, et qu'on arrive à prouver effectivement le retour sur investissement en termes de sanitaire, en termes financiers, bon bah là éventuellement on peut demander une solvabilisation par les pouvoirs publics. Mais bon, est-ce que c'est une bonne chose? Enfin, si je fais l'analogie avec les big pharma, c'est un peu les big pharma qui rachètent les startups qui sont plus agiles et plus innovantes, et les startups qui sont obligées de se vendre parce que elles n'ont pas les moyens de se mettre en conformité. Mais bon, je trouve qu'on gagnerait effectivement à libéraliser, mais intelligemment, le secteur. On l'a déjà dit ici, c'est pas plus d'État, mais mieux d'État. En fait, je pense qu'il y a une des réflexions qu'on pourrait avoir, mais ça marche sur le numérique, ça marche sur qu'est-ce qu'on fait dans les services à la personne aussi, mais en dehors du numérique, etc. Je pense qu'à mon avis, il doit y avoir un socle qui doit être minimal pour tout le monde. Et celui-là, il peut être étatique dans la prise en charge. Il est minimum. Et ensuite, vous avez une offre de service qui, pour le coup, vous êtes plus aisé, vous pouvez vous offrir cette offre de service. En fait, à ce moment-là, vous la financez. Mais en fait, quand on le dit comme ça, on peut me crier dessus là en disant mais c'est pas possible, il est fou, etc. Mais en fait, c'est ce que vous faites toute votre vie. Oui, c'est-à-dire que vous voulez partir en vacances. Vous partez en vacances, vous avez moins de moyens. Vous partez moins loin, vous avez beaucoup de moyens, vous partez dans un bel hôtel, des vacances plus loin, vous prenez l'avion, etc., etc. Les deux sont partis en vacances. Mais
en fonction de vos moyens, vous avez fait des choses un peu différemment. Pareil pour l'hôtel, vous voulez venir visiter Paris, vous allez à Paris et vous avez moins de moyens, vous allez dans un hôtel un peu moins cher, vous avez beaucoup de moyens, vous allez dans un hôtel un peu plus cher. Et ben c'est probablement un peu ce raisonnement-là que je suis en train de défendre, c'est de dire il faut qu'il y ait une prise en charge probablement étatique d'un socle minimum et ensuite un bouquet de services qui peut être, pour le coup, en fonction des ressources financières que peuvent avoir les gens. Je comprends, mais qu'est-ce qu'il attend en fait concrètement le senior? On dit qu'il faut être acteur de sa dépendance. Ça veut dire quoi? Par rapport à ce qu'on évoque là, qu'est-ce que veut le client? Les clients, ils savent pas ce qu'ils veulent, quoi, déjà. Qu'est-ce que veut cette population-là? Elle avance en âge. Je suis désolé, un GIR, quelqu'un de peu dépendant, GIR 6, 5, 4, n'a pas du tout les mêmes aspirations que quelqu'un qui est en fin de vie, plus ou moins 2 et 1, qui plus est. Et en fait, donc, on a des besoins différents. Mais c'est ce qu'on a déjà dit dans plusieurs émissions, c'est les vieux d'aujourd'hui, c'est les jeunes d'hier. Donc là, aujourd'hui, je crois que c'est 6% ou 7% des revenus d'Apple Music qui sont, et des stations, des plateformes de streaming qui sont réalisées par les plus de 65 ans. Autrement dit, si on veut offrir un manche-disque avec un disque d'Edith Piaf à la grand-mère qui est en EHPAD, c'est raté, quoi, c'est fini ce temps-là. Donc en fait, les besoins évoluent. Tout ça dépend du degré de dépendance, mais les besoins évoluent et le boulot de Nicolas et aussi de Bertrand, de la manière de regarder l'évolution, c'est de regarder ça et d'accompagner ça, quoi. De dire, OK, il y a quoi comme changement, quoi. Après, moi, j'ai juste un commentaire sur ce que tu viens de dire. Tu dis les plus de 65 ans, mais en fait, les plus de 65 ans, c'est 2 générations. Hein. En fait, ceux qui ont 65 ans maintenant, pour certains d'entre eux, ils ont leurs parents. Hein. Donc en fait, oui, quand on parle des plus de 65 ans, on parle de 2 générations et je pense qu'il ne faut pas, de la même manière, moi je ne compare pas les besoins des gens qui ont moins de 15 ans à ceux qui ont entre 15 et 30 ans, quoi. Et de la même manière, entre 65 et 85 ans, c'est peut-être pas les mêmes besoins qu'entre 85 et plus de 85 ans. Donc je veux dire, il faut mettre... Non mais ce que je veux dire, c'est que c'est important... Et je me bats un peu pour ça, hein, c'est de dire, quand on parle des vieux, ça, c'est pas du tout péjoratif, on parle de 2 générations, voire des fois 2 générations et demie si on va sur la prévention et qu'on commence à 55-60 ans et qu'on va jusqu'à 95-100 ans, il y a des fois 2 générations et demie. Hein. J'ai mis quelques mois à comprendre. La réponse à une question fondamentale sur ce secteur, c'est qui est ton client? Et en fait, quand le payeur, c'est l'État, la collectivité plutôt, qui paye quasiment 100% de la prestation, est-ce que ton client, c'est vraiment le consommateur ou c'est le département qui paye quasiment toute la presta? Et quand on parle des normes étatiques, des contraintes administratives, quand le département te fixe un plan d'intervention avec des prestations à la demi-heure, voire au quart d'heure, forcément, le prestataire est hyper contraint en termes de conception et de son offre et de réalisation du service. Donc, on évoquait avec Bertrand le cas des populations aisées, ce marché de niche, les riches qui vont financer l'offre. Mais c'est cynique, hein, dit comme ça. Oui. Mais malheureusement, quand tu as effectivement un public avec une élasticité prix un peu différente, une solvabilité différente et des attentes, parce que si tu as des attentes, mais que t'as pas un rond, ok, il y a des attentes. Alors, évidemment, le client, pour la fidélisation, évidemment qu'on prend en compte son besoin, mais dans un cadre extrêmement contraint du financement public. Et donc, on a à la fois le donneur d'ordre, qui est le partenaire du médical et du médico-social, qui peut orienter, avec lequel on doit se coordonner, qui lui va avoir ses exigences, le salarié qui maintenant veut faire ou pas certaines tâches, l'aidant familial, le payeur, et puis la personne chez qui on intervient. Donc on doit déjà composer avec tout ça, et du coup l'innovation devient extrêmement complexe. Donc c'est pour ça que malheureusement, je réitère ce que je disais précédemment, c'est qu'il va falloir qu'on axe l'innovation vers les publics solvables pour pouvoir ensuite faire rentrer ça dans des plans de financement. Et il faudra aussi que, effectivement, les modalités de financement innovent, parce que on parlait du girage, mais parce que c'est ce qui solvabilise aujourd'hui 80-90% du marché. Et donc, ça étrique forcément la manière dont on conçoit ces produits, ces services. On en revient quand même au service numérique. Il y a beaucoup d'acteurs dans ce domaine-là, en numérique.
Oui. Non, mais alors, énormément. On parlait avant en coulisses de la Silver Valley. Il y a beaucoup de startups qui se lancent sur les technos plus ou moins innovantes, ciblant les publics dépendants, enfin notamment les handicapés, mais aussi notamment les âgés. Les courbes démographiques étant ce qu'elles sont, rappelées par Bertrand, ça suscite. Ça attise les convoitises et ça suscite des vocations. Ce qui est dommage, c'est que moi, en tant qu'entrepreneur du médico-social, dirigeant d'un réseau de SAD, président de fédération, je trouve qu'il n'y a pas assez de liens. Alors, Silver Valley fait partie des instances qui sont là justement pour favoriser la coordination, mais il n'y a pas assez de liens entre les potentiels réseaux de distribution, qui sont au plus proche des besoins des utilisateurs et qui, sans prétention aucune, je pense qu'on connaît assez bien les usages de nos clients, nos bénéficiaires et de leur entourage familial, personnel, mais aussi l'entourage professionnel. Et puis toutes ces startups qui parfois imaginent des technos, mais qui sont à côté de la plaque en termes d'usage et qui ne trouvent pas leur marché. Donc on gagnerait à associer à la co-conception les prestataires et réseaux de distribution. Ça commence à se faire un petit peu, mais pas assez à mon goût. Moi, je suis contacté tous les mois par des startups, mais qui me perçoivent comme un simple distributeur. Alors, ils vont voir les établissements, les EHPAD, parce qu'en termes de commercialisation, c'est ce qu'il y a de plus simple, peut-être les RSS, et puis après, on va voir les SAD et les SIAD. Mais j'arrive en bout de chaîne, et bon, on me demande de refourguer un produit en me disant c'est génial, c'est super, c'est ce dont ton client a besoin. Sauf que je pense savoir un petit peu ce dont mon client a besoin, c'est pas toujours le cas, quoi. J'imagine. Ouais. D'où l'importance de l'évaluation. Enfin, j'y reviens, mais c'est de dire est-ce que justement faire un travail qualitatif en disant est-ce que ça répond aux besoins des usagers, des clients, etc. Et est-ce que ce qui est mesuré, c'est en effet des paramètres qui sont pertinents? Et parce que moi, c'est ce que je leur dis aussi quand je les ai, c'est dans votre process, il y a tout votre business model à construire pour faire en sorte que la boîte, elle n'explose pas au bout de 3 ans, etc. Leur levée de fonds, enfin tout ce qui est dans la création d'une entreprise, entre guillemets. Mais il y a aussi derrière, justement, la nécessité d'avoir des preuves. Parce que les professionnels, que ce soit les services de soins à domicile ou nous, moi, si j'ai pas de preuves qu'on me dit c'est génial, enfin ça me suffit pas, quoi. Il faut que j'ai des preuves. Mais ce que Nicolas, c'est très vrai, l'innovation, souvent ce qu'on voit dans les startups et autres, pareil, on voit pas mal d'innovations sur gestion de la qualité, gestion des parcours des intervenants. En fait, ça commence toujours par l'EHPAD, parce qu'entre guillemets, l'EHPAD c'est facile, entre guillemets, parce que j'ai une porte, j'ai 100 chambres, j'équipe les chambres, et avec client captif. Ouais, puis j'ai une infrastructure qui est là, etc. Alors que ils sont où les vieux pris en charge dans la rue, quoi? Il y en a partout. Et là, le changement de paradigme, je pense que c'est l'adoption par le client, par ton usager, qui va t'obliger à changer de comportement. Déclic d'avenir, c'est fini pour ce numéro. Messieurs, vous avez été parfaits. Arnaud Dugluet, vice-président d'Archemc2, Bertrand Fougère, gériatre au pôle vieillissement du CHRU de Tours, et Nicolas Urtiger, cofondateur du groupe Zéphyr, président du Synarpa Domicile. Vous êtes formidables, je le redis, franchement. C'était super. Fin de ce numéro de Déclic d'avenir. On se donne rendez-vous au prochain épisode, toujours avec plaisir. Avec, je le dis chaque fois, une pensée pour toutes ces personnes qui œuvrent chaque jour au domicile. Salut. Bienvenue dans Déclic d'avenir, le podcast pour l'action sociale et le médico-social créé par Archemc2 qui explore toutes les facettes du digital au service de la personne. Découvrez dans chacun de nos épisodes comment les nouvelles technologies accompagnent le parcours de vie des personnes fragiles et participent à l'évolution de votre métier pour une société plus désirable.